Les mécanismes de stress qui normalement servent à assurer la survie de l'individu deviennent chroniquement activés. Ça va créer des dysfonctionnements au niveau de la mémoire et au niveau émotionnel. C'est aussi ça qui fait que le traumatisme persiste dans le temps et ça va empêcher la personne de se sentir calme et en sécurité, même après que le danger soit passé. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mind Consult. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du syndrome de stress post-traumatique, voir un petit peu ce que c'est, on va donner quelques définitions, quelques exemples, et essayer d'expliquer un petit peu comment ça s'articule dans la vie de tous les jours. Alors l'état de stress post-traumatique, ou ESPT, ce sont des réactions que certaines personnes vont développer suite à un ou plusieurs événements très graves, très violents, en l'occurrence traumatisants, qui vont dépasser la capacité d'adaptation de la personne. On parle par exemple d'accidents graves, d'agressions, même de combats en temps de guerre, etc. Pour quelqu'un souffrant d'ESPT, le traumatisme ne s'arrête pas après l'événement. Il va continuer à subsister même dans des situations, on va dire, normales. Ça peut prendre diverses formes, comme par exemple des pensées envahissantes, des flashbacks, ou même des situations où on va éviter tout ce qui rappelle le traumatisme, les personnes ou les lieux, quoi. En résumé, le SPT, c'est une façon dont le corps et le cerveau réagissent à un stress intense. Et ce stress va rendre difficile le retour à une vie normale, sans aide et sans soutien. Alors justement, en termes de symptômes, de quoi on parle? Alors on peut les diviser, on va dire, en 4 groupes de symptômes. Le premier, c'est tout ce qui est de l'ordre du revécu, des réviviscences. Alors ça va prendre la forme de flashbacks, de pensées envahissantes, du fait qu'on revive en fait encore et encore le traumatisme. Le deuxième, c'est assez caractéristique des états de stress post-traumatique, c'est tout ce qui a trait à l'évitement. C'est le fait d'éviter des lieux, des situations ou même des personnes qui vont rappeler de près ou de loin le traumatisme. Le troisième, c'est tout ce qui a trait à de l'hypervigilance. C'est le fait de, par exemple, sursauter facilement, d'avoir des difficultés à se concentrer, des difficultés à se relâcher pour notamment s'endormir, ce qui va créer évidemment des troubles du sommeil. C'est le fait d'être irritable aussi, en fait, c'est le fait d'être constamment à cran. Et enfin, on a toutes les altérations cognitives et toutes les altérations de l'humeur. C'est par exemple le fait d'avoir des sentiments de culpabilité persistants, le fait de perdre de l'intérêt pour les choses qu'on aime, et voire même jusqu'à la dépression. Alors j'avais parlé de 4 groupes de symptômes, mais on pourra rajouter un cinquième qui fait peut-être un peu plus débat dans la communauté scientifique, et ce cinquième groupe, on pourrait l'appeler les états dissociatifs, qui en réalité regroupent plusieurs réalités, plusieurs manifestations cliniques. Alors, on va pas rentrer dans le détail, dans cette vidéo en tout cas, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais parmi les états dissociatifs, on va retrouver des manifestations comme les sentiments de dépersonnalisation, les sentiments de déréalisation, les amnésies traumatiques et d'autres troubles associés. Pour comprendre pourquoi certaines personnes vont développer un ESPT, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps, de façon évidemment psychologique, mais aussi de façon biologique. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle la réponse de stress. Lorsque nous vivons un événement traumatisant, notre corps va déclencher toute une réaction de stress intense. Ça a pour but de nous préparer au combat, à la fuite et parfois aussi à l'immobilisation. Ça passe par notamment l'adrénaline et d'autres hormones de stress comme par exemple la cortisol qui vont atteindre des taux très hauts. En deuxième temps, il y a l'activation de l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est une toute petite structure dans le cerveau qui fait vraiment la taille d'une cacahuète et qui joue un rôle crucial dans le traitement des émotions et notamment donc la peur. En troisième lieu, il y a la dérégulation du cortisol. Alors le cortisol, c'est une hormone de stress qui aide un petit peu à augmenter l'énergie et à réduire l'inflammation. Normalement, après un stress, ce niveau il est censé diminuer. Chez les personnes atteintes de SPT, justement, cette régulation, elle ne se fait pas, ou en tout cas, elle ne se fait pas bien. Le niveau peut rester anormalement élevé, ou au contraire anormalement bas. Dans tous les cas, ça va créer des difficultés justement pour gérer le stress. Et enfin, en quatrième lieu, il y a le dysfonctionnement de l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est une autre structure du cerveau, mais qui elle est plutôt responsable de la formation et du rappel des souvenirs. Le stress chronique d'une part et l'hyperactivation de l'amygdale d'autre part vont affecter le fonctionnement de l'hippocampe. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, la distinction entre le passé et le présent devient floue.
C'est pourquoi aussi les personnes qui souffrent de SPT, elles vont revivre leur traumatisme vraiment dans le présent, de façon assez intense et assez réaliste. En résumé, les états de stress post-traumatique impliquent des mécanismes psychologiques d'une part et biologiques d'autre part, assez complexes et assez entremêlés. Les mécanismes de stress, qui normalement servent à assurer la survie de l'individu, deviennent chroniquement activés. Ça va créer des dysfonctionnements au niveau de la mémoire et au niveau émotionnel. C'est aussi ça qui fait que le traumatisme persiste dans le temps, et ça va empêcher la personne de se sentir calme et en sécurité, même après que le danger soit passé. On va donner quelques exemples de causes qui peuvent mener à un état de stress post-traumatique. Alors on peut être traumatisé de plusieurs façons. Déjà, quand on est exposé directement soi-même au traumatisme, évidemment. Par exemple, si on subit un accident, enfin voilà, quand c'est nous la victime. Également, le fait d'être témoin d'événements traumatisants affectant la vie d'autres personnes peut générer en nous des réponses de stress intenses qui peuvent partir en état de stress post-traumatique. Une autre façon un peu moins connue, c'est celle qu'on appelle de l'apprentissage indirect. C'est lorsque vous apprenez que quelqu'un, en général quelqu'un dont vous êtes proche ou que vous aimez, a subi quelque chose de traumatisant. Par exemple, vous apprenez qu'un membre de votre famille a subi une agression ou a été victime d'un accident. Ça aussi, ça peut générer des états de stress post-traumatique. Enfin, il y a le fait d'être exposé de façon un petit peu extrême ou de façon répétée à des détails sordides, à des détails traumatisants. Souvent, ça va arriver à des gens dans le cadre de leur travail, ça. On pense par exemple aux métiers de la police, aux pompiers, ou aux gens qui travaillent dans les services d'urgence. Alors, quelques exemples de situations traumatisantes, on peut penser par exemple à tout ce qui est accidents graves, comme les accidents de voiture, les accidents d'avion ou les accidents de train, parce que survivre à ça, en général, ça implique des blessures, des horreurs, voilà, ça va créer vraiment un stress intense. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est registre aux agressions. Le fait d'être victime d'une agression physique ou encore d'une agression sexuelle, ça peut causer des traumatismes très profonds et très durables chez une personne. On peut mentionner aussi tout ce qui est guerre, les conflits armés, les attentats terroristes, les enlèvements, les séquestrations, en fait tout ce qui va à un moment menacer la vie, menacer l'intégrité physique de façon violente. Enfin, on peut mentionner tout ce qui est de l'ordre du traumatisme médical, par exemple le fait de recevoir un diagnostic un peu grave ou de subir des interventions très douloureuses ou très invasives. Ça aussi, ça peut générer des états de stress post-traumatique. Il est important de souligner que c'est la perception subjective de l'événement qui va être cruciale pour savoir si ça va devenir un traumatisme ou pas. En gros, ce qui est traumatisant pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Ça va dépendre de tout un tas de paramètres et tout un tas de ressources propres à chacun, comme par exemple la résilience, le soutien social, très très important, ou encore les expériences de vie passées. Alors depuis tout à l'heure, on parle des états de stress post-traumatique, on a vu un peu quelques exemples, comment ça marche, mais concrètement, ça a quels effets dans la vie des gens? Alors déjà, dans tout ce qui est relations interpersonnelles. En effet, un état de stress post-traumatique, il peut conduire à une forme d'isolement social. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir tendance à vouloir se protéger des autres. Ça peut donner aussi des difficultés dans la communication, du mal à partager ses ressentis, à partager ses états, ce qui peut créer de la distance, voire même du conflit avec autrui. On peut avoir aussi un petit peu un surplus d'irritabilité, avec un peu d'hypervigilance, plus de l'irritabilité, ce qui fait que parfois on va avoir des réactions disproportionnées avec son entourage. Ça peut avoir aussi des impacts dans la vie professionnelle. Par exemple, des troubles du sommeil ou des flashbacks un peu fréquents font que les tâches quotidiennes qui nécessitent un peu de concentration, elles vont en pâtir. On peut avoir aussi des absences, donc des baisses de productivité, et parfois même des changements de carrière, parce que le travail est un petit peu lié au traumatisme et on va vouloir en changer pour éviter la situation initiale. En fait, ça va avoir des impacts sur la santé physique et la santé mentale au sens large et dans plein de situations de vie différentes. Par exemple, on va avoir beaucoup d'anxiété et beaucoup de dépression suite à un épisode de stress post-traumatique. La personne peut éprouver une tristesse profonde, parfois même un sentiment de désespoir, on peut perdre de l'intérêt pour des activités qu'auparavant on aimait beaucoup. On peut avoir également des troubles du sommeil, par exemple le fait d'être en hypervigilance ou de ressasser constamment les événements, fait qu'à un moment donné, on peut ne plus dormir du tout, ou en tout cas beaucoup moins bien dormir, avoir des cauchemars, etc. Et le problème, c'est que ça va aggraver tous les autres symptômes. On va aussi parfois retrouver dans le tableau clinique des problèmes purement physiques, par exemple des maux de tête, des troubles digestifs, des douleurs chroniques, que quand vous traitez le trauma, vont disparaître. En fait, globalement, ça va affecter tout le fonctionnement quotidien. Alors notamment dans la gestion émotionnelle, ce qu'on a vu un petit peu,
mais également dans ce qu'on appelle les conduites d'évitement. Les conduites d'évitement, c'est pas nécessairement que éviter les personnes ou les situations qui rappellent le trauma. Ça peut aller plus loin que ça peut être de l'évitement de pensées, de sensations, d'affects, d'émotions. Et ça, c'est souvent de la prise d'alcool, de la prise de drogue ou des choses comme ça. Pour conclure sur tout ça, on a vu que les causes des états de stress post-traumatiques sont variées et peuvent inclure différentes réalités, différentes situations où la vie est menacée, où des blessures graves vont être subies, parfois en étant acteur, on a vu que parfois en étant témoin également. Bref, tout un tas de situations qui vont générer un stress intense, un stress qui va déborder les capacités adaptatives de l'individu. Les réactions individuelles, elles peuvent varier pour tout un tas de raisons qu'on a un peu vues, mais les conséquences sur le plan mental, sur le plan de la santé mentale, sur le plan du bien-être émotionnel, sur le plan de la santé physique également, peuvent être très perturbantes, voire même désastreuses. Le SPT peut envahir tous les aspects de la vie sociale, tous les aspects de la vie professionnelle, et créer des vrais défis à surmonter pour la personne qui est concernée. Alors le fait d'avoir un soutien adéquat de la part de ses proches, le fait de suivre une thérapie, et parfois aussi le fait de s'aider à l'aide d'une prescription médicamenteuse, peuvent vraiment aider à gérer, atténuer, voire même à guérir de ce trouble. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ce contenu vous aura intéressé, j'espère même qu'il en aura aidé certains qui traversent ce genre de difficultés. N'hésitez pas à liker et à partager si pour vous il y a un intérêt. Moi, je m'arrête ici, à bientôt sur Mind Consult.